Arrêtons-nous aujourd'hui sur le TD10 et en particulier son exercice, son dernier exercice qui s'appelle une seule ligne, qui est un petit jeu qui se joue seul contre le hasard. Le plateau de jeu est constitué de 20 cases, numérotées de 0 à 19. On voit en gris clair ici les numéros de 0 à 19. Et chaque case est vide ou alors contient un numéro, un chiffre entre 1 et 4. Ici dans le jeu, dans le haut de votre écran, se trouve simplement un 2 dans la case 6 et un 2 dans la case 16. Ceci est l'état initial du jeu. Les deux nombres, les deux chiffres qui se trouvent déjà dans des cases ont été mis au hasard. Il y en a toujours deux, mais leur valeur est au hasard entre 1 et 4. Et la case dans laquelle ces nombres sont est toujours choisie au hasard également. Ensuite, le joueur décide de déplacer euh, une des valeurs d'une case vers une autre case. Dans ce cas-ci, il décide de déplacer le nombre qui se trouve dans la case 6 vers la case 15. Il y a deux règles pour ce déplacement. La première, c'est que évidemment, il doit y avoir la valeur à déplacer doit être dans la case de départ et la case d'arrivée doit être vide. Et l'autre règle est que toutes les cases entre les deux doivent être vides également. Dans le cas présent, on peut donc passer le 2 qui se trouve dans la case 6 vers la case 15, mais on n'aurait pas pu le passer vers la case 17, 18 ou 19. Après ce tour de jeu, le hasard va de nouveau intervenir pour rajouter de nouveau deux valeurs dans des cases aléatoirement sur le plateau de jeu, deux cases qui sont vides. La dernière règle dans ce jeu, c'est que si trois cases adjacentes, donc vraiment les unes à côté des autres, trois cases en suivant, contiennent la même valeur, alors cette valeur disparaît. Nous en voyons un exemple ici. Au niveau de l'avant-dernière étape, il y a le 2 dans les cases 15 et 16, encore un 2 en case 19. Si le joueur ou la joueuse déplace la valeur de la case 19 vers la case 17, ce qui est légal puisque les cases sont libres entre les deux, il y aura 3 2 successifs et donc ils disparaissent dans l'étape d'après. C'est ce qui a été joué d'ailleurs. Évidemment, après la disparition, de nouveau, deux valeurs aléatoirement choisies apparaissent. Dans ce cas-ci, c'est en case 1 et en case 14. Ok. Tout ceci étant posé, on va pouvoir maintenant se mettre à coder ce jeu en Python. Pour y parvenir, on nous donne un petit peu d'aide, on nous guide dans la manière d'agencer notre code. Donc allons-y pour écrire ce code. J'ai créé un fichier que j'ai appelé inline.py et je vais maintenant suivre pas à pas les instructions, le guide qui m'est proposé. Donc d'abord créer une liste de 20 éléments initialisés à 0 qui vont représenter les 20 cases qui sont libres évidemment initialement. Donc je vais l'appeler plateau, cette liste. Et pour créer 20 cases, alors je vais simplement mettre des zéros dedans, mais évidemment taper 20 zéros, bah, d'une part c'est long et embêtant, et d'autre part il y a beaucoup plus court qui est d'utiliser cette technique-ci. Rappelez-vous, on peut multiplier une liste ou un tuple ou n'importe quel itérable en fait par un entier. Non, c'est pas vrai, pas n'importe quel itérable. Mais en tout cas, une liste ou un tuple ou une chaîne de caractères, ça fonctionne. On me dit ensuite de créer une fonction qui s'appelle display, qui va afficher cette liste. Donc, c'est parti pour afficher la liste. Et dans un premier temps, je vais vraiment faire les choses aussi simplement que possible. Je vais juste afficher le plateau tel quel. En d'autres termes, mon affichage ne correspond absolument pas à l'affichage qui est proposé ici avec les valeurs au-dessus, les numéros des cases en dessous. On va ajuster ça après. Alors peut-être quand même pour se simplifier un tout petit peu la vie au niveau des numéros des cases, quand on va vouloir tester, je vais quand même afficher les nombres de 0 à 19. Alors pour afficher les nombres de 0 à 19, une façon relativement simple de faire, c'est d'utiliser un range de taille 20 qui contient effectivement les nombres de 0 à 19. Petit problème, c'est que si j'affiche ce range tel quel, je ne vais pas avoir les nombres de 0 à 19. On peut d'ailleurs tester. Si je teste un affichage d'un range quelconque, j'obtiens juste le range. Par contre, si je le convertis d'abord en liste, alors il s'affichera correctement. Donc je vais faire ceci simplement pour avoir un affichage qui n'est absolument pas celui que j'espère obtenir à la fin, mais on affichera après pour avoir un affichage correct. Ensuite, je dois écrire une fonction addToValues qui va ajouter deux valeurs aléatoires entre 1 et 4, donc
à deux emplacements libres différents ou, s'il n'en reste plus qu'un, au seul qu'il reste. Alors, pour écrire cette fonction, il y a déjà des choix à faire. Il y a de nombreuses façons de l'écrire. Certains choix sont un petit peu meilleurs que d'autres, en fonction du contexte, en fonction de l'évolution de ce jeu. Alors, ici, je vais vous montrer une technique, mais bien sûr, d'autres existent et n'hésitez pas à en parler avec vos enseignants pour discuter des mérites de votre solution personnelle. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est que j'aimerais, étant donné que j'ai besoin de cases libres, j'ai envie d'écrire une fonction qui va me donner les cases libres. Alors, cette fonction-là, je ne l'ai pas encore écrite, mais je vais supposer qu'elle existe. Alors, dans la mesure où je sais que je vais devoir l'écrire plus tard, je vais simplement écrire ici que case libre, je la définis, mais pour l'instant, elle ne fait rien. Le mot-clé passe est un mot-clé de Python qui veut dire ne fait rien. Okay, c'est la même chose si j'écrivais ici print à écrire, quelque chose comme ça. Ok, je remets passe. Alors, maintenant que cette fonction, je suppose qu'elle existe, et on l'écrira plus tard, comment est-ce que je vais pouvoir écrire mon add to values? Eh bien, tout simplement, je vais me dire, ok, je vais choisir une case au hasard, et dans cette case au hasard, je vais mettre une valeur au hasard. Okay, et je vais le faire deux fois. Alors, dans un premier temps, je vais simplement écrire un for i in range 2. On verra après si on peut améliorer cette logique-là. Donc, je vais prendre une case au hasard. Alors, pour ça, je me rappelle qu'on a vu, hein, il y a la méthode choice dans le module random. Donc, on va pouvoir utiliser cette méthode. Et donc, je choisis une case au hasard. Et pour cette case au hasard, je vais mettre une valeur au hasard entre 1 et 4. Pardon. Et je le fais deux fois d'affilée. Remarquez que ma fonction case libre va être appelée pour chacun des deux choix, hein, pour chacune des deux itérations, et donc la case qui aura été remplie à la première itération ne sera plus considérée comme libre à la seconde itération. C'est important si vous avez envisagé de mettre la valeur retournée par case libre dans une variable temporaire. Ça, ce serait probablement pas une bonne idée parce que ça voudrait dire que la même case pourrait être choisie deux fois aléatoirement par le module random.choice, la méthode choice du module random. Alors, avec ceci, il me reste deux problèmes à résoudre. Évidemment, celui du fait que je dois écrire case libre, mais aussi le fait que ici j'ai mis 2 explicitement. Alors en réalité, je ne peux pas mettre 2 explicitement, puisqu'on me le dit d'ailleurs dans l'énoncé. Je dois mettre dans deux emplacements libres différents, mais s'il n'y en a plus qu'un dans le tableau, je dois mettre uniquement dans celui-là. Donc je ne pourrai faire qu'une seule fois mon ajout de case. Donc ici, le 2 devra parfois se transformer en 1 s'il reste une seule case libre. Alors, le plus simple pour y arriver, c'est de se dire, bah, j'ai combien de cases libres? Est-ce qu'il en reste plus que 2 ou est-ce qu'il en reste moins que 2? En d'autres termes, quel est le plus grand entre le nombre de cases libres et la valeur 2? Et donc je vais regarder le max entre 2 et, entre 2 et le nombre de cases libres. Ok, donc ceci est réglé pour add to values. Et maintenant, pour détecter quelles sont les cases libres, eh bien j'ai tout un tas de techniques. Le plus simple, ça va être de se dire, bah, je vais parcourir le tableau et je vais regarder toutes les cases. Et pour chaque case, je vais me poser la question, est-ce qu'elle est libre ou pas? Si elle est libre, je rajoute ça dans une liste ou dans quelque chose, un tuple, n'importe quoi, qui va contenir toutes les cases libres. Donc on va créer une liste que je vais appeler résultat. À la fin, évidemment, je vais retourner ce résultat. Et alors, je vais parcourir toutes les cases du tableau. Et si la case est égale à 0, alors je rajoute dans le résultat. Et là, j'aimerais bien rajouter l'indice de la case. Mais j'ai pas l'indice de la case. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un for classique. Alors là, soit je passe à un for sur base de l'indice. Hein. Rappelez-vous, vous pouvez toujours utiliser un range len tableau. Et à ce moment-là, votre variable ici, ça ne sera pas le contenu d'une case, mais l'indice de la case. Une autre technique que j'aime bien, c'est d'utiliser un enumerate. On peut énumérer le tableau, et à ce moment-là, on reçoit à la fois l'indice et la valeur. Et donc, je peux ajouter
l'indice ici. Alors, arrivé ici, je pense qu'on a quand même envie de tester un petit peu ce code pour voir si ça fonctionne. Ok, donc on va essayer. On va commencer par afficher le tableau une première fois. Je n'ai pas besoin de paramètres, hein. Il est ici. Le plateau est un... Oh pardon, parfois j'écris plateau, parfois j'écris tableau. Alors ça c'est bien de le remarquer maintenant. On va changer, mettre plateau partout. Donc le plateau est utilisé comme variable globale ici, hein, donc c'est pas nécessaire de le mettre dans les paramètres. J'aimerais bien le mettre, mais ok, ne le faisons pas parce que c'est pas marqué comme ça dans les consignes. Et donc on va afficher le plateau, puis on va ajouter deux valeurs dans le plateau, et puis on va afficher le plateau, et peut-être juste pour rigoler, je vais le faire encore une fois. Ok, je vais exécuter ceci, et on va voir si ça fonctionne. Ok, j'ai un problème. Et mon problème est évidemment qu'au début, d'accord, le plateau est vide et j'ai ma liste d'indices, mais dans la deuxième étape, mon plateau est complètement rempli. Donc quelqu'un, en l'occurrence c'est moi, s'est trompé. Alors comment est-ce que je fais pour... Hop, voilà. S'est trompé dans sa logique. Ici, ce n'est pas le max, c'est le minimum. Pardon. Donc voilà ce que ça coûte d'essayer de faire le malin. Donc, je répète la logique. L'idée ici, c'était d'ajouter une case libre deux fois de suite, sauf s'il n'y a pas assez de cases libres. Alors évidemment, s'il n'y a pas assez de cases libres, ça veut dire que le nombre de cases libres qui se trouve ici est inférieur à 2, et à ce moment-là, il ne faut pas dépasser le nombre de cases libres. Donc effectivement, il faut bien prendre le minimum entre 2 et le nombre de cases libres. Tout ça est correct. Désolé pour cette erreur. Réessayons. Et cette fois-ci, j'ai bien un tableau vide, puis j'ai deux valeurs aléatoires, et puis j'ai quatre valeurs aléatoires. Ok, continuons. Donc maintenant, je vais reprendre mon PDF qui a disparu. Et la fonction suivante à écrire est une fonction qu'on doit appeler move, qui va recevoir l'origine et la destination, et qui va donc déplacer une valeur de la position d'origine vers la position de destination. Et c'est là qu'on doit vérifier que les cases sont vides entre les deux. Ok, donc c'est parti pour cette fonction-ci. Alors là, pour bien comprendre le problème, il faut faire un petit schéma, ou en tout cas essayer d'avoir un petit schéma en tête. Alors on va reprendre ceci. Plutôt que de reprendre le PDF, je vais prendre carrément un tableur. Voilà. Donc vous voyez, j'ai reproduit une situation ici de jeu possible. Et je me dis, tiens, j'aimerais déplacer ce 2 quelque part. Alors, je vais rajouter encore une valeur ici. Je vais mettre un 4 à cet endroit-là. Et le 2 qui est là, je vais m'imaginer, donc ça va être mon origine. Okay. Donc origine vaut 6. Hein. L'origine, c'est... Non, c'est pas la valeur dans la case, c'est l'indice de la case. Et cette case 2, enfin cette valeur 2, j'aimerais la déplacer soit à gauche ou soit à droite. Donc quand je la déplace à droite, par exemple, je voudrais la déplacer vers la droite. Alors je peux la déplacer jusqu'à la case 12, mais pas en case 13, parce qu'en case 13, c'est déjà rempli. Okay, donc si je veux déplacer vers destination qui va se trouver par exemple ici, en case 11, je vais avoir besoin de vérifier que toutes les cases, alors pas la case d'origine, mais toutes les cases à partir de origine plus 1, ok, donc origine, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler O plus 1, voilà, jusque destination elle-même. Okay. Donc toutes les cases de O plus 1, donc de l'origine plus 1 jusque destination, sont libres. Okay. Ça, c'est les cases que je dois vérifier. Par contre, si je veux déplacer la case d'origine, donc la valeur 2 qui se trouve ici, vers la gauche, alors qu'est-ce que je dois vérifier? Les cases libres, ça doit être de O-1 jusque destination. Alors disons que la destination maintenant, ça sera, quand je vais aller vers la gauche, ce soit celle-ci. Je dois vérifier que la destination elle-même est bien libre. Et donc, les cases que je dois vérifier sont celles-ci. Donc, c'est-à-dire de la destination, que j'ai appelée D ici, jusque O-1. Donc, vous voyez que les cases à vérifier ne sont pas les mêmes quand on va à gauche ou quand on va à droite. Ça, c'est important de bien faire cette analyse avant de commencer à coder. Sinon, on ne sait pas ce qu'on code. Okay, donc, quand la destination est avant l'origine, donc quand destination est plus petit que l'origine, les cases à vérifier sont celles-là, de D à O-1. Et quand je vais vers la droite, par contre, quand la destination est plus grande que l'origine, les cases à vérifier sont de l'origine plus 1 jusqu'à la destination. Ok.
Gardons ça bien en tête et retournons coder. Donc, les cases à vérifier, c'est les cases, alors on avait dit, ça dépend. Si l'origine est plus petit que la destination, c'est-à-dire la destination se trouve à droite, on avait dit, ça va de l'origine plus 1, donc je vais écrire un range, origine plus 1 jusque destination. Alors, n'oubliez pas qu'un range exclut toujours son point d'arrivée. Donc, si je veux aller jusque destination inclus, je dois faire destination plus 1 ici. Sinon, les cases à vérifier, ça sera un range. Donc, cette fois-ci, je suis à gauche. La destination se trouve à gauche de l'origine. Et là, les cases à vérifier sont à partir de la destination, qui, elle, on doit la vérifier, jusque origine. Alors, c'est origine moins 1, mais évidemment, comme origine est la destination, et la case d'arrivée du range, si je puis m'exprimer ainsi, bah, il sera exclu, donc c'est bien en pratique de destination à origine moins 1. Ok. Ici, c'est bien de origine plus 1 à destination. Ok, donc ceci étant dit, je peux laisser les commentaires après tout, ça peut être utile. Il y a une autre chose à vérifier, c'est vérifier que la case d'origine contient bien une valeur. Donc if plateau origine ne contient pas de valeur, alors si ça c'est égal à 0, bah là on va se plaindre, on va écrire une erreur, on va afficher simplement erreur, on pourra faire mieux plus tard, mais pour l'instant on va juste afficher une erreur. Ok. Et on va arrêter la fonction. Et on va empêcher la fonction de continuer. Si... Donc maintenant on va vérifier les cases. Donc pour chaque indice dans les cases à vérifier, si le plateau ne contient pas, ou plutôt contient une valeur à cet endroit-là, donc si c'est différent de 0, bah pareil, on va afficher erreur des cases, donc une ou plusieurs cases. Donc on va écrire ça autrement, tout n'est pas vide entre l'origine et la destination. Ok, je vais écrire ça en français quand même, origine avec un E. Et à ce moment-là également, on va faire un return. Ok, donc on a vérifié maintenant un certain nombre de cases. Peut-être par cohérence, je vais déplacer cette ligne-là, enfin ce bloc-là, juste devant. On commence par vérifier qu'en origine, c'est vide. C'est pas vide, pardon. Ensuite, on vérifie les cases entre les deux. Et une fois que tout est vérifié, après, on peut effectivement modifier le plateau. Donc, on va prendre la valeur qui se trouve à l'origine. Et on va la mettre dans destination. Donc, je vais écrire destination. Oh, là, j'ai écrit destination. Après, j'ai écrit dest. Qu'est-ce que je préfère? Je sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère dest ou destination? Honnêtement, je préfère dest, je pense. Mais c'est pas très grave. On va faire destination parce que c'était ça qui était proposé dans l'énoncé. Ok. Et donc, je reviens à mon plateau destination qui lui doit recevoir la valeur qui se trouvait à l'origine. Et par contre, la valeur qui se trouve à l'origine, origine en anglais cette fois-ci, elle devient 0. Ok. Et ceci conclut notre méthode move. On va maintenant passer à la méthode suivante, qui est une méthode ou une fonction qui s'appelle read, qui va lire deux positions au clavier et va retourner un tuple et être un peu robuste. Alors, on va au début pas être robuste du tout, et puis après on va voir ce que ça veut dire être robuste. Okay, la robustesse, en deux mots, c'est résister aux mauvaises entrées au clavier de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Alors, commençons par écrire cette méthode read, qui va lire deux positions. Donc, on va faire un int input entrer une position. Et on va dire ça, c'est la position 1. Et puis, il y aura une position 2. Et on va retourner à la fois la position 1 et la position 2. Remarquez qu'en Python, si j'écris un return suivi de deux valeurs séparées par une virgule, en fait, ça retourne un tuple. Donc, c'est comme si je mettais des parenthèses, mais les parenthèses ne sont pas obligatoires. De manière générale, dès que j'ai une virgule, ça va me donner un tuple.
Donc encore une fois, pour l'instant, la méthode est pas du tout, la fonction n'est pas du tout robuste, mais c'est pas grave, on le fera juste après. Ensuite, écrivez une fonction remove 3 inline qui cherche s'il y a 3 valeurs identiques. Alors, celui-là, je vais me permettre de ne pas l'écrire tout de suite. Pourquoi? Parce que je me dis, ça doit pas être, pardon, je vais mettre un pass. Ça doit pas être très important pour l'instant, et je verrai après euh, comment écrire cette fonction-là. J'aimerais bien d'abord arriver à quelque chose qui est rapidement plus ou moins fonctionnel, c'est-à-dire où je peux écrire des choses dans mon jeu et voir des résultats. Ensuite, on me propose d'écrire une fonction qui s'appelle isFull, f isFull, okay, qui détermine s'il reste au moins un emplacement libre sur le plateau de jeu. Celui-là, j'en aurais besoin pour pouvoir arrêter mon jeu au bout d'un moment. Et donc, je vais return ici. Et qu'est-ce que je vais return? En fait, je sais déjà s'il reste des cases libres. Et être full, ça veut dire ne pas avoir de cases libres. Et donc, il suffit de regarder si les cases libres sont au nombre de 0. Ok, donc je regarde. Et à ce moment-là, c'est bien full. Ok. Ensuite, écrire la fonction principale, voilà celle qui m'intéresse, qui, après l'initialisation du plateau de jeu, devrait se résumer à une boucle qui affiche, lit les valeurs, déplace, ajoute de valeurs, etc. Ok, donc on est parti pour écrire cette fonction-là, la fonction principale, donc c'est essentiellement ceci. Hein. Alors, on peut le mettre dans une fonction, on peut ne pas le mettre dans une fonction. Alors, je ne vais pas le mettre dans une fonction pour l'instant, mais donc au début, j'affiche le plateau, j'ajoute 2 valeurs, ça c'est les 2 valeurs de départ, et puis je vais faire une boucle. Tant que le plateau n'est pas plein, donc tant que c'est pas full, je vais demander 2 valeurs, donc 2 positions, pos 1, pos 2. Remarquez que j'utilise ici pos 1, pos 2 comme dans la fonction read, mais c'est pas obligatoire, on peut changer les noms des variables si on veut. Donc je lis les valeurs, j'ajoute, non je déplace, effectivement, pos 1, pos 2. Peut-être je pourrais les appeler origin, destination, je sais pas. Origin et destination. Ensuite, je vais supprimer. Alors, on me dit d'abord ajouter 2 nouvelles valeurs et puis supprimer le triplet éventuel. Je vais me permettre de d'abord supprimer et puis d'ajouter et puis de resupprimer. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Si j'y arrive, voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce qu'après le déplacement du joueur ou de la joueuse, il est possible qu'il y en ait 3 qui se suivent. On a vu que c'était imaginable, hein, qu'il y ait déjà, ici, on avait vu que la valeur 2, quand on la déplace, hop, il y en a 3 qui se suivent. Et donc j'ai envie de déjà supprimer les valeurs, comme ça, après quand je rajoute 2 valeurs, eh bien les cases ainsi libérées peuvent éventuellement être utilisées. Pas obligatoire, peut-être je devrais pas le faire, je ne sais pas, mais moi j'aime bien. Enfin, tant qu'il reste au moins une case vide sur le plateau de jeu, on continue. Et ça, c'est le isFull qui le vérifie. Et à la fin, on affiche que c'est fini. Alors, ceci, ça manque encore un petit peu d'affichage, puisque j'aimerais bien quand même qu'après avoir supprimé des valeurs, on ait de nouveau un affichage. Alors, je vais le faire simplement, cet affichage, en début de boucle, juste avant de lire les cases d'origine et de destination. Et puis, je vais refaire un display à la fin, quand le jeu est complet, hein, pour que l'utilisateur, le joueur ou la joueuse puisse visuellement constater que le jeu est bien terminé. Ok. Donc il me reste encore un petit peu de travail, mais en tout cas, je peux essayer maintenant d'exécuter ce jeu et de voir ce que ça me donne. Alors déjà, première remarque, c'est que entrer une position, c'est pas clair. En fait, c'est la position de départ que je veux ici. Donc ici, je vois qu'il y a un 2 en position 5. Donc ce 2, je vais le déplacer. Et je vais le mettre en position 4 pour voir si ça marche. Et effectivement, j'ai pu déplacer mon 2 de la 5 à la 4. Et remarquez que 2 autres valeurs ont été rajoutées complètement aléatoirement. Ok. Et donc je vais pouvoir comme ça tester. Alors je vais essayer de prendre de la position 4 et je vais faire quelque chose que je ne peux pas faire, c'est-à-dire déplacer vers la position 7. Hein, il y a un 1 entre les deux. Pas le droit. Ah, il me dit erreur, tout n'est pas vide entre eux. Et voilà. Donc clairement, il a refusé de faire mon mouvement.
Malgré cela, il a quand même ajouté une valeur en position ici, je ne sais pas laquelle c'est, et une valeur ici en position 1. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Peut-être ça serait mieux si, quand je fais une erreur, quand je me trompe dans le mouvement que je veux exécuter, si le jeu ne continuait pas bêtement à faire passer le tour. Ok, donc ça aussi, je dois me rappeler, hein, donc j'ai deux choses, améliorer le texte ici, entrer une position d'origine, une position d'arrivée, et également améliorer le fait que si je commets une erreur, il ne faut pas continuer le tour normalement, il faut juste arrêter les choses et redemander. Alors, un autre problème que je vais avoir, c'est que si je mets une valeur qui n'a pas de sens, genre moins 4 c'est pas une position légale, quoique si, malheureusement, moins 4 sera légal. Alors, je vais aller dans une position qui est vraiment pas légale, qui est moins 50, voilà, celui-là, il n'existe pas. Et là, il me fait erreur. Ah oui, il n'a pas remarqué que c'était pas une position légale parce que en moins 50, malheureusement, ça n'est pas une case libre et donc il n'est pas content. Ok, je vais montrer un autre exemple. Si je mets 50 comme valeur, et puis je vais aller en position 4. Ah voilà, là j'ai effectivement une vraie erreur de Python, list index out of range. Donc là on est vraiment dans un problème où la position que je donne au départ n'est malheureusement pas dans le plateau de jeu, et donc ça crée une erreur au moment où j'accède à la valeur qui est censée se trouver à cette position-là. Ok, donc ça fait déjà trois choses à régler, on va les régler. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est améliorer le read qui, ici, me demande deux choses, deux positions. Donc il y aura une position d'origine, une position de destination, et on va devoir faire des choses pour que ce soit un petit peu meilleur. Donc on avait dit, on veut éviter que la position d'origine soit une position où il n'y a rien, et on veut éviter que la position de destination soit une position où il y a déjà quelque chose. Et on veut aussi éviter, bien sûr, que les positions soient hors plateau. Et donc, on va utiliser une technique qu'on connaît déjà bien, qui est de mettre une boucle. Tant que la position 1 euh, est hors du plateau ou ne contient rien, eh bien, on affiche une erreur. Et donc, on va modifier notre texte, on va dire erreur, entrer une position non vide, et on va ensuite passer à la suite. Alors, bien sûr, ceci, je n'ai pas le droit de l'écrire en Python, hein, c'est pas une expression correcte. Alors, et hors du plateau, c'est relativement simple, on connaît, c'est ne pas être dans le range entre 0 et 20. Okay, alors, je vais juste écrire range 20 d'ailleurs. Donc ça, c'est relativement simple. Ou alors, l'autre problème, c'est que le plateau à la position pos 1 euh, ne contienne rien. Okay, donc tant que c'est égal à 0. Eh bien, donc dans ces deux cas-là, soit c'est en dehors du range, ou alors c'est égal à 0, eh bien, j'affiche une erreur et je redemande. Ok, donc ça sera un peu plus robuste au niveau de la position d'origine. Puis on va utiliser une technique similaire pour la position de destination. Donc tant que pos2 n'est pas dans... Alors là c'est plus simple parce qu'on a déjà écrit une fonction case libre qui me retourne exactement les cases libres. Et donc tant que c'est pas une case libre, eh bien je redemande entrer une position euh, vide ou libre. Okay. Et puis je retourne à la fin. Ok, donc ça me règle mon problème de robustesse, en tout cas un problème de robustesse. Alors, je pourrais être un petit peu plus efficace, on le fera juste après. Ici, je pense au fait que si jamais l'utilisatrice ne met pas vraiment un entier, il met autre chose, il aura une erreur ou elle aura une erreur, et on n'a pas envie de ça, mais on va régler ça juste après. Alors, on pourrait se poser la question, tiens, mais au fond, on est en train de vérifier certaines choses deux fois. Par exemple, ici, le fait que la case de destination doit être une case libre, on le vérifie dans la méthode read, dans la fonction read, mais on le vérifiait déjà ici dans la méthode move, dans la fonction move.
Alors pourquoi est-ce qu'on le fait à deux endroits différents? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste ne le faire qu'à un seul endroit? Euh, alors ici, on touche un petit peu à la manière d'imaginer le code, à structurer son code. En fait, euh, je dirais que c'est tout à fait OK de vérifier ça à deux endroits différents. Pourquoi? Parce que la méthode move, son job, son travail, son objectif, c'est de déplacer effectivement une valeur vers une destination tout en respectant les règles. Et donc, la méthode move doit vérifier que les règles sont correctement implémentées ou correctement respectées. En ce qui concerne la méthode read, son objectif, c'est de discuter avec l'utilisateur, l'utilisatrice, et donc pour l'aider à écrire des choses qui sont correctes, la méthode read ici prend le parti d'effectivement vérifier que c'est bien une case libre. C'est pas grave que ce soit fait à deux endroits différents parce que ce sont deux fonctions qui font des choses différentes et chacune a des raisons. En termes de responsabilité, hein, la méthode read est responsable de lire une origine, une destination. Et dans cette responsabilité-là, ça a du sens de vérifier que la case de destination est bien une case de destination valide. Pareil pour move, hein, donc, qui a aussi comme objectif de faire le déplacement effectif. Et là aussi, ça a du sens de vérifier à cet endroit-là. Même si ça duplique un petit peu la logique, ce n'est pas très grave. Alors, on pourrait extraire cette logique-là pour ne l'écrire qu'à un seul endroit du code, mais cela, on le verra plus tard dans la manière d'agencer son code de diverses manières, un peu avec d'autres techniques, que ce soit le mécanisme des exceptions qu'on verra un peu plus tard, ou avec d'autres façons d'agencer son code. Donc voilà pour cette question-là. Ok, alors je pense qu'en ayant fait ça, j'ai réglé les trois problèmes qu'on avait identifiés, à savoir l'affichage qui était un petit peu bof, le fait que si je commets une erreur en écrivant un numéro de case, j'ai le tour qui continue. Ici, le tour ne continuera pas puisque l'erreur sera détectée dès la méthode read. Et puis, bien sûr, la robustesse hein, qui m'empêchait euh, plutôt qui doit m'empêcher d'écrire des erreurs quand j'en écris. Et c'est la même chose hein, ici, c'est dans la méthode read qu'on a réglé ce problème-là. C'était deux variantes du même problème. En tout cas, on l'a réglé comme une variante du même problème. Et on va faire un dernier test et puis on va voir euh, pour la suppression des valeurs. Ok, donc ici, commençons par... Alors, il faut faire gaffe à l'alignement. Oui, ça c'est aussi un problème qu'il faudra régler. C'est que pour l'instant, le 4, il est en position 13. Je vais le mettre en position 18. Oh, pardon, 13, 18. Voilà. Ok, donc ça fonctionne. Alors, si j'essaye maintenant de faire quelque chose qui n'a pas de sens, genre celui qui est en position 1, je le mets en position -2. Voilà, il me dit, attention, il faut que la position soit libre. Donc ça fonctionne. Je prends, moi je suis qui est en 0 et je le mets en moins je sais pas combien, voilà. Ouais, entrer une position de libre. Il faudrait peut-être qu'une erreur s'affiche ou quelque chose comme ça, mais ok, ceci est correct. Alors on va le laisser sur place. Non, on va le mettre en position 3, enfin bref, ok. Donc tout ça... Ah, est-ce qu'on avait destination de 0 à 3? Ah oui, non, erreur. Ah oui, non, ça j'ai pas réglé, effectivement. J'ai pas vérifié que tout était vide entre l'origine et la destination dans ma lecture robuste. Alors ça peut-être je pourrais régler ça. Alors je vais sortir ici. Euh, Oui alors là pour le coup j'ai pas envie de reprendre toute la logique qu'il y avait ici pour les cases à vérifier. Donc peut-être on va utiliser une technique assez simple qui est de dire euh, par la valeur de retour si le mouvement, si le déplacement a réussi ou pas. Donc à chaque fois que j'ai une erreur, je vais retourner false. Et à la fin, je vais retourner true. Ce qui va me permettre, quand j'utilise move, ici, de savoir si le déplacement a fonctionné ou pas. Et s'il a fonctionné, alors je fais ce qu'il faut. Sinon, je fais rien. Euh, et je vais écrire recommencer. Ok. Donc ceci me permet d'éviter de trop réfléchir
dans mon read, parce que si le mouvement, si le déplacement ne peut pas se faire, de toute façon, je fais rien ensuite. Et j'affiche simplement recommencer. Alors, fort bien, donc ça c'est pas mal. Et il me reste maintenant à gérer ce remove 3 inline. Ok, donc ça on va le faire maintenant. Ça va pas être trop difficile en réalité, hein. Alors on va le faire de façon un peu naïve, c'est-à-dire qu'on va passer en revue toutes les cases et on va voir simplement s'il y en a trois qui sont identiques. Donc je vais faire pour chacune, pour chaque indice possible. Alors je vais le faire avec un range. J'aurais pu le faire avec un enumerate. Pour chaque indice possible. Alors, je vais pas en réalité aller jusqu'au bout du plateau parce que mon idée c'est de... jusqu'au moins 3, pardon. En réalité, mon idée c'est d'aller vérifier la case i et la case i plus 1 et la case i plus 2. Donc si plateau crochet i est égal à plateau crochet i plus 1 et que plateau crochet i plus 1 est égal, est égal à plateau crochet i plus 2. Alors pour ceux qui connaissent bien le Python, savent qu'on peut simplifier encore un petit peu ceci, mais je vais pas le faire parce que ceci est l'expression qu'on devrait écrire dans la plupart des langages. Donc si en i est égal à en i plus 1 et que i plus 1 est égal à i plus 2, ça veut dire qu'on a 3 fois la même valeur. Alors je les remets à 0. Et donc je fais égal 0. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Bon, je peux faire... Ah, Ouais, il y a plein de techniques. Ok, on va juste... for j in range 3. On ne veut pas se compliquer la vie de trop. On va simplement faire ceci. Ok, donc c'est plateau i égale 0, plateau i plus 1 égale 0 et plateau i plus 2 égale 0. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais je pense que ceci serait la chose la plus naturelle à faire dans plein de langages différents. Ok. Alors maintenant, si tout va bien, on devrait avoir un jeu qui est relativement fonctionnel. Modulo l'affichage. Oui, l'affichage, il faut encore régler ça. Donc on va quand même tester... Non, on va d'abord faire l'affichage. J'ai pas envie de tester sans avoir un affichage correct. Donc où est l'affichage? Il se trouve ici. Et le plan... Globalement, hein, quand on veut afficher un plateau, un truc à 2 dimensions, et qu'on veut de l'alignement, il faut que chaque case prenne la même largeur. Et donc j'ai envie d'afficher 2 informations. Pour chaque valeur du plateau, j'ai envie d'afficher la valeur. Ok, je vais faire afficher. Je vais la faire appeler afficher case. Et je veux afficher la valeur. Et je vais faire la même chose pour mon range en dessous. For un 10 in range, je veux afficher une case qui contient l'indice. Ok, ça c'est l'objectif. Alors pour afficher une case, alors pourquoi j'ai créé une fonction afficher case? Enfin, je ne l'ai pas encore créée, mais pourquoi est-ce que j'appelle une fonction afficher case que je vais créer maintenant? Tout simplement parce que je réalise que, au fond, la valeur et l'indice doivent toutes les deux prendre exactement la même place. En l'occurrence, si on regarde dans l'énoncé et qu'on essaye de compter un petit peu les cases, alors c'est pas évident parce que ça se voit pas bien, mais je dirais qu'il y a environ 4 caractères par case. Environ. On va faire la même chose. On va faire un def afficher case. Et puis on va mettre une certaine valeur à afficher. Et mon objectif, c'est d'afficher cette valeur avec 4 caractères. Alors, comment le faire? Eh bien, il y a une façon relativement simple de faire. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais transformer ma valeur en chaîne de caractères. Okay, donc ça, je vais en faire une chaîne de caractères. Et puis je vais retourner, et je vais afficher des espaces. Et je veux en afficher combien? Eh bien, je veux afficher autant d'espaces que ce qui manque pour obtenir 4 caractères. Et donc ici, je vais faire 4 moins la longueur de la chaîne de caractères. Okay. Donc ça, c'est le nombre d'espaces que je veux. Puis, j'affiche la chaîne et je retourne le résultat. Alors ici, je réalise que afficher case est censé afficher la case, pas la retourner, donc je vais plutôt faire un print pour avoir ce que je veux. Ok, alors ça, on va essayer, on va voir ce que ça donne concrètement. Alors, ça ne marche absolument pas. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est un problème classique, et j'aurais dû y penser avant, c'est que tout se passe sur des lignes distinctes. Alors, pour régler ça, il y a 2 techniques.
la plus simple que vous avez peut-être vue, c'est de changer le caractère de fin de ligne du print et de mettre rien du tout. Ça va faire en sorte que le print ne va pas afficher de retour à la ligne après avoir fait son travail. Mais ça veut aussi dire que quand j'ai terminé d'afficher le plateau, il faut que je fasse un print explicite pour passer à la ligne. De même pour les indices. Ok, donc on va faire ça. Et on va retenter le coup. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai raté? Je me suis trompé. Ça s'appelle pas end of line, ça s'appelle juste end. Okay, ça c'est la mémoire qui commence à bugger un petit peu. Ok, donc ceci c'est pas mal. Donc vous voyez qu'on a un bel alignement maintenant hein, de toutes les cases. Donc ça on va pouvoir tester de manière un petit peu plus agréable que ce qu'on avait avant. Alors, essayons de placer le 4 qui est là. On va le mettre en position 3. Donc 0, 3. Voilà, j'ai déplacé le 4. On va essayer d'avoir un bel alignement. Alors ici, je vais juste pouf pouf faire un truc au hasard. Et j'aimerais bien pouvoir obtenir un alignement de 3. Est-ce que je vais y arriver? Je ne vais pas y arriver. Si, ok, j'ai eu un alignement, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il y a un 3 qui est apparu certainement au hasard quelque part. J'imagine ici, soit en position 6 ou en position 9. Mais en tout cas, ça montre que ça a l'air de fonctionner. Donc je vais prendre celui en position 4, je vais le déplacer en position 16. Est-ce que je peux encore jouer un petit peu? Alors il faut éviter de trop jouer, hein, parce que sinon on fait plus rien. Mais ok, bon bref, ça a l'air de fonctionner. On va quand même tester, voir ce que ça nous donne au bout. Donc quand je rajoute des choses jusqu'au bout, donc je fais hop, je déplace. Donc je fais des trucs au hasard hein, maintenant. 4, 5, tant que ça a du sens, je peux le faire. 5, 6, ça a du sens. Et voilà, le jeu se termine comme ça. Euh, sans erreur, sans problème. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, on voit qu'il ne restait qu'une seule case de libre ici. J'ai déplacé quelque chose. Et puis après, je n'ai pas eu d'erreur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, c'est plutôt pas mal encore maintenant de relire une fois le code source pour chercher s'il y a des choses à améliorer clairement. Alors, les deux éléments que je cherche principalement sont les boucles imbriquées. Est-ce qu'il y a des boucles imbriquées qui ne devraient probablement pas exister? Et l'autre élément qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des fonctions qui font plus que quelques lignes? Et en général, une dizaine de lignes, c'est pas mal. Au-delà, je trouve ça un peu beaucoup et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer? Ça ne veut pas dire que ce sont des erreurs, mais c'est certainement des indices et je vais à ce moment-là gratter un petit peu. Donc ici, le affiché case, il a l'air relativement cool. Euh, Mon seul problème avec celui-là, c'est que ici, le 4 est codé en dur. Donc ça, c'est quoi? C'est en fait la largeur d'une case. Alors, dans ce genre de situation, quand on a une valeur, j'appelle ça une valeur magique, une valeur qui apparaît dans le code source, on ne sait pas pourquoi elle est là, c'est la largeur d'une case. Ok. Alors, je vais le mettre en majuscule. Pourquoi en majuscule? Simplement parce que c'est une constante qui n'est pas amenée à être modifiée dans la suite. Alors le plateau, je pourrais le mettre en majuscule aussi, mais c'est pas vraiment une constante, c'est plus un objet qui représente le jeu et qui sera quand même, qui sera quand même amené à être modifié. Donc lui, il a plus de sens en minuscule, je pense. Ok, largeur case, je le mets en majuscule, et, et on va le laisser comme ça pour l'instant. Euh, alors, à l'évidence, afficher case ne va pas fonctionner si la chaîne ici est trop grande, mais il y aura une erreur en fait quand on va multiplier par un nombre négatif, donc ça c'est pas très grave. Ici le display il me semble relativement court, hein. On affiche les cases du plateau, on affiche les cases avec les indices, donc ça a l'air bien. Ajouter deux valeurs est relativement court. Alors ici on pourrait se dire que cette logique-là elle est quand même un petit peu complexe. Est-ce qu'on pourrait pas la, la rendre plus claire? Et pour rendre plus clair quelque chose, typiquement, on va donner des noms. Et donc ici, ce minimum, c'est en fait le nombre de cases à remplir aléatoirement.
Okay. Et donc, nombre de cases à remplir égale le minimum entre 2 et le nombre de cases libres. Alors, celui-là, pareil, je vais l'appeler nombre de cases libres. Et nombre de cases libres, ça sera ceci. Donc, ça ne change rien au niveau de la fonction du code. Le code fonctionne exactement de la même manière qu'avant, mais j'ai rajouté des variables qui me permettent en réalité de rendre mon code plus lisible sans pour autant devoir introduire des commentaires. Okay, donc rien que le nom des variables, qui est un nom clair, il suffit de le lire pour comprendre ce que fait le code qui se trouve à droite. Okay. Nombre de cases libres, c'est la longueur des cases libres, et le nombre de cases à remplir, c'est le plus petit entre 2 et le nombre de cases libres. Ça me paraît relativement clair, et maintenant, pour chacune des cases à remplir, eh bien, je remplis une case. Or, ceci, c'est une seule ligne. Je pourrais en faire une fonction, mais voilà, j'ai décidé de ne pas le faire. Laissons ça comme ça pour l'instant. Alors, les cases libres ici, c'est une fonction que je vais documenter. C'est-à-dire, je vais écrire un petit commentaire. Alors, la convention, donc ça va être d'écrire ce qu'on appelle une docstring. Et alors ici, je vais me contenter de la chose la plus simple, c'est de décrire retourne retourne les indices des cases libres du plateau de jeu. Ok. Alors, on pourrait aussi rajouter un, une information avec une syntaxe un peu particulière, mais on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant. On verra ça plus en détail quand on fera du Java au deuxième quadrille. Ok, donc ici, ça retourne les indices des cases libres du plateau. Effectivement, c'est ça qu'on fait. Alors, je voudrais faire quand même encore un petit commentaire sur ce case libre, sous la forme d'un petit voyage dans le futur. Donc, si vous m'écoutez depuis le futur, que vous avez déjà fait le labo où on parle de liste en compréhension, eh bien, ceci est un cas assez clair où on voudrait utiliser une liste en compréhension avec du filtrage. Donc, qu'est-ce qu'on a? On veut créer une nouvelle liste en parcourant une liste existante, donc ici c'est le plateau, et en filtrant certaines valeurs, c'est-à-dire on veut seulement garder celles pour lesquelles la valeur vaut 0, et on veut récupérer l'indice. Okay. Donc ceci est un cas d'usage des listes en compréhension, et ça fonctionnerait de la manière suivante. Donc ce qu'on veut récupérer, c'est la valeur de i, sachant que i parcourt, alors je vais mettre i case, parcourt le plateau. Donc ici, je vais utiliser un enumerate pour avoir le numéro de valeur. Mais on ne veut garder le i que si la case est égale à 0. Et donc ceci est la même chose que tout ceci. Ça, c'est plutôt pas mal. Si j'arrive à supprimer ce code. Voilà, je vais le mettre en commentaire. Et donc on a un petit peu simplifié la fonction case libre. Alors, il faut savoir que cette syntaxe-là est essentiellement une syntaxe Python. Donc, ce n'est pas forcément une syntaxe qu'on retrouvera dans tous les langages. Il y en a tout un tas où ça existe, hein, mais voilà, on ne va pas la retrouver partout. Et donc, les deux possibilités existent. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que celle-ci, avec euh, les listes en compréhension, est vraiment meilleure. C'est juste qu'elle est plus courte. Et que quand on écrit du Python, on aime bien écrire ce genre de choses-là. Ok, continuons notre lecture du code. La méthode, la fonction move ici, euh, peut-être je pourrais mettre une petite docstring également. Donc, déplace une valeur de origin à destination. Euh, donc, cette fonction, les règles sont que la valeur, la case d'origine doit contenir une valeur. La case d'arrivée doit être libre, ainsi que toutes les cases entre les deux. Ok. Donc, cette fonction va retourner vrai si, ou va retourner true si le déplacement a pu se faire, et false
sinon. Et on pourrait rajouter un message d'erreur est affiché. Voilà. Comme ça, on a décrit complètement le comportement de la fonction. Alors, je n'ai pas essayé de traduire en français le code qui est en dessous. Je n'ai pas dit si origine est plus petit que destination, alors, etc. Je n'ai jamais écrit ça. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir que les cases entre les deux doivent être vides. Peu importe si la manière dont je fais ça. Alors, en ce qui concerne la fonction read, je pense que c'est pas mal. Peut-être on pourrait modifier le nom pos1 que je n'aime pas tellement, je vais l'appeler origine. Peut-être je vais mettre origine en anglais. Et pareil pour pos2, je vais l'appeler destination. Test, peu importe. Destination, c'est bien. Remove 3 inline. On pourrait également imaginer d'autres syntaxes, mais ok, celle-ci fonctionne et celle-ci est très bien. Ici, peut-être une petite remarque dans isFull. On regarde la longueur de case libre et on se demande si ça c'est 0. Alors, on pourrait également utiliser le fait que quand on prend une liste, donc avoir une liste dont la longueur est 0, c'est simplement dire que la liste est vide. Et donc, je pourrais évidemment, bien sûr, écrire ceci égale liste vide. Alors, on pourrait aussi utiliser le fait que quand on transforme une liste en booléen, si la liste est vide, le booléen est faux. Si la liste n'est pas vide, le booléen est true. Et donc dire que la liste est vide, ça revient à dire not case libre. On pourrait faire cette simplification-là. Et alors ici, j'ai le code principal de mon programme. Alors on va faire un dernier petit test et puis on va se quitter là-dessus. Donc, c'est parti. Alors, je déplace 16 à 18. 16 à 2. 15 à 17. Et j'ai... Ah tiens, ça c'est amusant. Je n'ai pas réussi à supprimer les 3 qui se trouvent là. Donc ça me gêne. J'aimerais bien retourner voir le code. Est-ce que je me serais trompé quelque part au niveau de la suppression? Et effectivement, j'avais mis -3. Mais apparemment, ça devrait être -2. Et maintenant, je réalise qu'effectivement, si je ne mets rien du tout, donc si je mets -0, ça veut dire que je peux vérifier une case, qui est la case courante. -1, je peux vérifier 2 cases, la case courante et la case d'après. -2, c'est la case courante, la case d'après et la case encore après, qui est le cas que je veux effectivement couvrir. Et donc c'est bien -2 ici. Donc j'avais un bug dans mon implémentation du remove 3 inline. Comme quoi on n'est jamais à l'abri d'une distraction. Et petite astuce pour réaliser que c'est bien -2 ici, en fait il suffit de regarder quels sont les indices que j'utilise. J'utilise les indices i, i plus 1, i plus 2. En d'autres termes, il faut que i plus 2 soit maximum égal à 19 dans ce cas-ci, puisque j'ai un plateau de 20. Donc, ça veut dire que i plus 2 doit être strictement plus petit que la longueur du plateau. Et donc ici, si je me dis, tiens, quand i doit être plus petit que longueur du plateau -2, strictement, ça veut bien dire que i plus 2 doit être strictement plus petit que la longueur du plateau. Donc, le fait que ce soit i plus 2 ici aurait dû me mettre la puce à l'oreille, et m'a mis la puce à l'oreille, que je devais mettre -2 dans le range, et pas -3 comme je l'avais mis au début. Sur ce, j'espère que ces explications étaient claires et complètes, que vous avez appris quelque chose, et on se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Au revoir, et bon travail!